va mal. Trump s'est fâché avec tout le monde et tout le monde est en train de préparer la riposte. Les stratèges qui pensaient que les tarifs ne feraient pas monter l'inflation et n'affaibliraient pas l'économie sont partis refaire leurs calculs. Les bourses mondiales sont en train de se dire que l'époque du Covid, c'était quand même pas si mal. Et la tech se fait massacrer dans un silence assourdissant. Qui sait encore comment s'écrit Nvidia ou quel est le symbole d'Apple? Et pendant ce temps, eh bien, la volatilité n'arrive plus à se souvenir qu'elle peut aussi et qu'elle doit aller au-dessus des 30% pour envisager une capitulation et faire revenir les bulls qui ont carrément oublié comment on écrit le terme FOMO. F-O-M-O. Nous sommes le 4 avril 2025, on pense nos plaies qui restent encore bien ouvertes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite de la descente? Moi en tout cas, je vous livre ma réflexion du matin. Bon, ce matin, on va essayer de faire simple. Je vais tenter d'essayer d'éviter de vous faire un résumé détaillé sur ce qui s'est passé hier, puisque vous le savez déjà et qu'en plus, vous avez sûrement déjà un avis et vous n'avez donc pas vraiment besoin que moi je vous donne le mien. Mais il faut quand même revenir un tout petit peu sur le fait qu'on a vécu une belle séance de merde. Oui, alors d'accord, je sais, belle séance de merde, c'est pas très correct comme langage, mais au stade du bain de sang où on en est aujourd'hui, c'est quand même pas facile de commencer à ouvrir le dictionnaire des synonymes pour trouver une phrase du style « La séance n'a pas été très agréable du point de vue mathématique ». Non, la séance a été merdique et c'est sûrement pas terminé. Trump a donc relancé la guerre commerciale et il s'en est pris au monde entier et visiblement il a même réussi à mettre en place des taxes douanières contre une île qui sont inhabitées au cas où les mouettes voudraient commencer à produire des semi-conducteurs. Cette déclaration de guerre a donc provoqué un tsunami sur les bourses mondiales. Vous avez vu, hier on n'a pas fait de prisonniers et tout le monde s'est précipité vers les canaux de sauvetage en hurlant mon portefeuille d'abord et les femmes et les enfants ensuite. Enfin, s'il reste de la place. Le S&P 500 a perdu 4,8% et c'était sa pire journée depuis juin 2020. Le Nasdaq s'est pris 6% dans les dents et s'est tout simplement fait marcher dessus et ensuite on l'a encore traîné dans la boue. Le Russell 2000 a plongé de 6,5% et est donc entré officiellement en bear market. Et le SOX, lui, il s'est fait détruire en abandonnant près de 10%, 9,88 pour être précis. Et à ce stade, on n'ose même plus parler de bear market puisque l'indice semi-conducteur index est en baisse de 34% depuis le mois de juillet 2024. 34%, c'est un crash. La seule chose qui manque pour que ce soit un vrai crash, c'est la vitesse d'exécution. Mais on parle du SOX. D'accord. Le SOX qui est le leading indicator des marchés technologiques depuis des années. Celui qui a un peu notre boussole dans la tempête, celui qui est notre étoile polaire au milieu de la nuit. Le SOX est dorénavant dans un état qui ne veut plus rien dire du tout. Ou plutôt oui, ça veut dire tout simplement que plus personne ne va jamais acheter de technologie de pointe. Ça veut dire que plus personne n'aura jamais besoin d'acheter des semi-conducteurs pour faire des téléphones portables, des laptops, des voitures autonomes, des machines à laver la vaisselle qui vous disent quand c'est que le cycle de rinçage est terminé, des PlayStation pour égayer nos week-end ou encore mieux, plus personne n'aura jamais besoin de chips pour construire des immenses data centers grands comme le Texas pour faire tourner l'intelligence artificielle et le quantum computing. Alors si vous vous demandez si quelque part nous ne sommes pas en train de marcher sur la tête, arrêtez de réfléchir. Vous avez tout à fait raison. Le marché est en plein délire, tout comme on était en plein délire quand on prenait 2% par jour tous les jours, pendant des jours sous prétexte que Jérôme Powell un jour il allait baisser les taux. En tout cas une chose est sûre, c'est que les marchés boursiers sont des animaux fascinants. Fascinant parce que nous sommes capables de nous emballer sur des théories fumeuses et acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, pour autant qu'on nous sorte un narratif qui va avec et qu'on nous trouve 2 ou 3 personnes pour nous raconter ça le soir au coin du feu. Tout comme nous sommes parfaitement capables de tout vendre, comme hier, en utilisant le même narratif qu'on nous a sorti depuis des mois, mais dans l'autre sens. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que nous sommes en train de vivre le même type d'exagération que nous avons vécu à la hausse il y a quelques semaines. Sauf que dans le cas présent, on le vit à la baisse. Le 19 février 2025, il y a 44 jours très exactement. On était à 22 222 sur le Nasdaq 100. Hier, on a terminé la séance à 18 521, soit exactement 16,6% plus bas et 9% en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Pourtant, entre deux, la macro n'a pas bougé, ou presque pas. Les taux n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu de publication trimestrielle majeure, sauf celle de Nvidia. Nvidia, à qui d'ailleurs on n'en parle plus du tout, parce que c'est peut-être aussi mieux comme ça. Le titre est en baisse de 34% depuis fin janvier. Et pourtant,
Malgré qu'il ne se soit rien passé de concret, mis à part les tarifs douaniers, les marchés se sont littéralement effondrés. C'est l'apocalypse et l'ambiance est presque dramatique. D'ailleurs, on commence à comparer ce qu'on est en train de vivre à 2008. On se demande d'ailleurs ce que peut bien foutre la Fed cette fois-ci, puisque d'habitude ils viennent nous sauver les fesses à tous les coups. Et là, on sent qu'on est quand même un tout petit peu proche de la panique. Alors quand on regarde les performances depuis le 1er janvier, le Dow Jones est en baisse de 4,7%, le S&P 500 abandonne 8,25%, le Nasdaq 14%, et du côté de l'Europe, l'Espagne est encore en hausse de 13%, le DAX de 9%, et même la Suisse progresse encore de 5,8%. Pourtant, lorsqu'on écoute le bruit du marché, les commentaires de tout un chacun et les angoisses de certains intervenants, eh ben on a un peu l'impression qu'on s'approche quand même d'une zone de panique. Les indicateurs contrariants nous disent que les gens n'ont pratiquement jamais été aussi bearish. Le Greed and Fear, un index, il est à 8, et les inventeurs de ce même indice sont en train de se demander si ça serait possible à la limite de trouver un moyen de faire des calculs négatifs, si on pouvait obtenir une mesure en dessous de 0 sur le Greed and Fear, tellement on aurait peur. Tout semble indiquer qu'on est au bout de nos vies et que la panique est à nos portes. Mais pourtant, il y a un truc qui gêne. La VIX, la volatilité. L'indice de la peur n'est qu'à 30%. Pourtant, ceux qui aiment faire des parallèles, au mois d'août dernier, lorsque le Japon a failli nous claquer dans les pognes, le VIX est monté à 65%. En 2008, on était à 96%. Et là, alors que Trump nous inonde de tarifs complètement débiles et se fâche avec la planète entière, rendant Madame von der Leyen presque sympathique dans son rôle de louve protectrice de l'Europe, j'ai dit presque sympathique, la volatilité, elle arrive péniblement à toucher les 30%. C'est un peu comme s'il y avait une information qui nous manquait quelque part. Un truc qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre réflexion, qu'au fond, nous, on veut juste pas croire que ce que Trump est en train de faire est réellement complètement stupide. On veut essayer de penser ou d'imaginer, de se dire que c'est pas possible, que le gars doit avoir une stratégie là derrière un peu sensée au moins, et que le mec ne peut pas être complètement con à ce point. Et ce, malgré que ce soit exactement ce que les fabuleux politiciens européens, dans leur ensemble quasi parfait, sont en train de nous répéter en boucle depuis 24 heures. Pourtant, c'est un fait. Trump est en train de tenter un truc contre l'avis du reste du monde, et pour le moment, tout le monde pense qu'il va se planter en beauté et que c'est un débile profond. Mais du point de vue des marchés, on a l'impression qu'on se raccroche encore à quelque chose d'invisible. Une force un peu à part qui nous dit qu'on va s'en sortir, parce que quand même, depuis 2008, on en a vu des miracles boursiers et qui font se retourner la tendance comme une crêpe. Et ce manque de volatilité, c'est peut-être un signe qu'on s'attend à un miracle quelconque qui va sauver le SOX et redresser la barre du Nasdaq. Je dois vous avouer que ce matin, je suis surpris par le fait que nous ne soyons pas vraiment en mode panique, comme nous serions en droit de l'être d'ailleurs, que la VIX ne soit pas plus haute que ça, et qu'en même temps, il y ait un sentiment de bear market très puissant, alors que nous sommes que en zone de correction. Et puis, j'ai eu une illumination. Il y a effectivement une partie du marché qui est en bear market, et j'aurais tendance à dire, et même pire qu'en bear market. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est les Magnificent Seven. Ouais, les stars de ces dernières années, celles qui nous ont fait exploser le marché à l'époque du pivot de la Fed, celles qui nous ont donné l'impression qu'un nouveau monde s'ouvrait à nous et que la World Company existait peut-être vraiment, cette équipe de dingues sont en baisse de 25% et sont en bear market. C'est d'ailleurs assez subtil et ça s'est fait discrètement, en sous-marin, undercover, alors qu'on avait le regard fixé sur les droits de douane et les circonvolutions du gouvernement Trump. Apple a perdu 22% depuis les plus hauts historiques. Microsoft recule de 21%. Alphabet perd 27%. Amazon plonge de 26%. Meta sauve les meubles et n'abandonne que 20%. Par contre, Nvidia, on est à moins 34%. Et Tesla, c'est moins 45% depuis Noël. En résumé, ces 7 magnifiques-là sont tous en bear market. Et comme ils représentent encore 30% du S&P 500, on peut pas non plus complètement négliger la chose. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a un truc qui bloque et qui dérange dans cette baisse qui n'est pas aussi pure qu'une vraie baisse devrait l'être. Bref, tout ça pour vous dire que le marché s'est fait terrasser à cause des droits de douane et à cause de Trump, mais qu'il y a encore un truc qui n'a pas lâché et qui ne lâchera d'ailleurs peut-être jamais parce que nous n'arrivons tout simplement pas à nous mettre en mode panique, en mode capitulation. Peut-être qu'on ne veut pas croire que Trump ait pu faire ça volontairement et qu'on espère qu'il peut et qu'il veut encore négocier et que ça peut pas se finir comme ça. Hier, le président américain a déclaré que tous les pays du monde l'avaient appelé pour négocier et que ça le rendait joyeux. Quant à la baisse des marchés, il a balayé la chose du revers de la main, il a estimé qu'il n'y avait pas de quoi paniquer et que dans quelques temps, de toute façon, ça allait cartonner. Donc ce matin, l'ambiance n'est pas rose, on est d'accord. On a l'impression que les marchés sont en train d'intégrer le fait que la récession est à nos portes et que ça serait un moindre mal par rapport à la stagflation. Mais qu'on préférerait quand même éviter la situation. C'est d'ailleurs assez drôle de noter que lorsque Trump a parlé des tarifs lors de l'élection présidentielle du mois de novembre, la totalité
ou presque, du monde merveilleux de la finance, nous avait dit que ça n'impacterait pas l'inflation et qu'il n'y aurait pas de récession. Et là, 4 mois après, le discours n'est pas tout à fait le même. Franchement, je vous avoue, je ne cesse d'être fasciné par mes congénères. Quoi qu'il en soit, tout le monde a sorti les spreadsheets Excel et on cherche à calculer l'impact réel de tout ça. En partant du principe que Trump ne tournera pas la veste avant ce week-end. Et il faut le dire, le résultat n'est pas folichon. Le marché a bien compris, on va se prendre une récession dans les dents. En tous les cas, c'est plus que probable. Ces taxes, c'est pas juste un nouveau formulaire à remplir par le service des douanes, c'est une bombe à fragmentation sur les prix, les marges, les consommateurs et les bénéfices des entreprises. Les entreprises vont voir leurs coûts grimper, les consommateurs, ils envisagent carrément de plus consommer, le cycle économique tousse de plus en plus fort, et les bénéfices du S&P 500, kaboum! Citigroup estime déjà une baisse de 11% et d'autres voient jusqu'à -15 si ça dégénère. Et je dis bien si ça dégénère, parce que là dehors, il y a encore de l'espoir. On sent qu'on veut quand même y croire. Avant Trump 2.0, Wall Street tablait sur une baisse légère de la croissance, style -0,8%, mais là on parle de -2% du PIB en 2025. Et là, les experts ont commencé à dessiner des scénarios. Si on panique encore un peu aujourd'hui, l'objectif rationnel serait d'aller autour des 5000, et si c'est la guerre totale et tout le monde quitte le navire, on pourrait même aller jusqu'à la moyenne mobile des 200 semaines. Oui, on est déjà passé à la réflexion des 200 semaines, et ça nous mène exactement à 4677. C'est un niveau qu'on a à peine osé franchir brièvement lors de la phase Covid, et c'est le niveau type fin du monde, là où généralement Roubini ressort de son terrier pour nous dire « Je vous l'avais dit !» Voilà, on est donc dans une situation délicate. Ça, vous l'avez compris. C'est d'ailleurs assez fou de se dire qu'on était en pleine euphorie il y a encore 2 mois et qu'aujourd'hui, on est tous en train de se demander si c'est pas plus intéressant de racheter un gîte en Écosse pour y faire pousser des moutons et vendre des pulls tricotés main sur Amazon. Mais la vie ne s'arrête pas là et les marchés non plus. Alors pendant que les grands de ce monde sont tous en train de fourbir leurs armes pour répliquer contre les décisions de Trump et qu'ils sont globalement pas contents, sauf la Suisse qui a décidé qu'il était urgent de ne rien faire et de ne pas déranger, on va quand même tenter de reprendre une vie normale. Ou pas. Et ça tombe bien parce qu'il va y avoir du boulot ce vendredi. Premier vendredi d'avril, et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, on va avoir les chiffres de l'emploi américain. À ce propos, il y a eu les chiffres de l'emploi ADP qui sont sortis plus fort que prévu mercredi soir, mais je crois que mercredi soir, on était occupé à autre chose, un truc tellement important que même si le Vatican avait publié un communiqué de presse pour annoncer que Dieu, Jésus, Marie, Joseph et les ânes qui soufflent sur les bébés, c'était une gigantesque escroquerie, on n'aurait quand même pas fait attention tellement on était occupé par Trump. Enfin, toujours est-il que tout à l'heure, on aura les non-farm payrolls, les fameux chiffres de l'emploi qu'on attend fébrilement habituellement chaque début de mois. On attend donc 140 000 jobs créés contre 151 000 le mois dernier. Mais franchement, c'est super triste. Je crois qu'on s'en fout complètement. Pourquoi on s'en fout complètement ? Parce que si c'est mauvais, ça confirme que l'économie ralentit. Bad news. Et si c'est bon, on dira que c'est obsolète à cause des nouveaux tarifs. Bad news aussi. Bref, ça pourrait bien être une publication qu'on va jouer à qui perd perd. Par contre, au-delà des chiffres de l'emploi, ce soir, nous aurons aussi l'immense honneur d'écouter Jérôme Powell. Le patron de la Fed se rendra à Arlington, en Virginie, pour prononcer un discours lors de la réunion annuelle de la Society for Advancing Business Editing and Writing. Et du coup, il pourrait donner des indices sur l'approche de la Banque centrale en matière d'inflation ce vendredi. Tant vous dire que du coup, le côté editing and writing ne sera pas forcément notre préoccupation de la soirée. Bon, alors entre vous et moi, tout le monde espère qu'il va dire « On baisse les taux, on soutient la croissance et on vous aime tous, alléluia !» Mais bon, il peut pas vraiment baisser les taux maintenant parce que l'inflation est toujours là, bien collée comme le sparadrap au doigt du capitaine Haddock. Et il ne veut surtout pas commenter la politique de Trump parce que c'est un peu trop touchy et que les retours de manivelle peuvent être hyper violents. Donc il devrait botter en touche, parler des données économiques, éviter les sujets qui fâchent, ne fâcher personne et ne rassurer personne non plus. En résumé, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. On touche à rien, on garde ses munitions, pas 100% certain que ce soit le moment de revenir tout de suite sur les marchés. La tempête n'est pas encore passée et les dégâts sont pas tous complètement visibles à mon sens. Et puis Powell, il va pas sauver le monde ce vendredi. Le marché doit encore digérer les conséquences de cette nouvelle guerre commerciale. Et d'ici là, sur un malentendu, on peut très bien aller revoir le S&P 500 sur les 4677, voire en dessous. On sait jamais si Trump décide de balancer un embargo sur les pulls tricotés main en Écosse. On vit donc un moment d'histoire, pas la plus glorieuse des histoires,
bizarre, mais clairement mémorable. Entre un président qui joue au poker tarifaire, une Fed qui marche sur des œufs et un marché qui ressemble à un jeu de domino, la seule stratégie qui semble vouloir tenir la route, c'est d'observer, de rester liquide et de préparer sa liste de courses pour le jour où la fumée va se dissiper et où Roubini viendra nous dire qu'on va tous mourir après 45% de baisse. Et ce jour-là, c'est clairement pas le 4 avril 2025. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre Powell et les NFP tout à l'heure. Pour le moment, les futurs pointent déjà en direction d'une ouverture en baisse de près de 1% aux États-Unis. Et le Japon, il s'est repris une claque de 4% ce matin. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir accepté sur votre divan pour ma thérapie matinale post-bain de sang. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Le Morning Bull d'hier a scoré un des plus gros scores en termes de vues depuis bien longtemps. Comme quoi Trump, il sert quand même à quelque chose des fois. Mais surtout, merci à vous d'avoir poussé le nombre de vues aussi haut. 22 000 vues pour un commentaire journalier sur les tarifs douaniers, c'est bluffant. Et en plus, les nouveaux abonnés affluent comme pour un concert de Taylor Swift. Oui, on peut rêver. Et la semaine pro, on devrait passer les 50 000 followers. Alors, abonnez-vous à la chaîne Suisse Côte en français si c'est pas déjà fait. Likez cette vidéo aussi. Regardez celle d'hier pour être sûr d'avoir bien tout compris. Et partagez-moi tout ça. N'hésitez pas à commenter. Bien sûr, je ferai mon maximum pour vous répondre durant la journée ou durant le week-end. D'ici là, passez une très belle journée. Elle est d'ailleurs très belle. Un excellent week-end. Et pour ceux qui n'ont pas envie de sortir, on se retrouve demain pour le Swiss Bliss, histoire de se rejouer la semaine encore et encore. Allez, à demain. Bye bye.